Après cette opération de repiquage, nous voici donc à l'étape de la transplantation. C'est une étape au cours de laquelle nos semences vont effectivement prendre la direction de la plantation. Ça, c'est si la pépinière n'a pas été faite directement dans la plantation. Donc, si la pépinière n'a pas été faite directement dans la plantation, après que nos semences auront bien pris la taille et le diamètre adéquat pour une opération de transplantation adéquate, on va donc les amener dans la plantation. À préciser qu'avant que ces plants n'arrivent, vous devriez déjà avoir procédé à l'opération de préparation de l'espace de culture. Donc, pendant que vos plantes sont dans la pépinière en train de croître, vous devriez déjà avoir préparé votre espace. Donc, si vous avez par exemple une forêt, vous devriez déjà avoir abattu, défriché, dessouché et bien d'autres. Donc, si vous aviez juste un espace plat ou si vous avez plutôt un espace déjà propre qui n'est pas une forêt, vous devrez déjà avoir fait la trouaison, faire le piquetage et bien d'autres. Donc ici, nous allons vous montrer comment faire la transplantation. À préciser que les écartements pour le fruit de la passion en ce qui concerne les densités que nous faisons sont de 2 à 2,5 mètres. Voilà. Ça, c'est 2 à 2,5 mètres. En longueur comme en largeur, c'est la même chose. Mais vous pouvez aller un peu au-delà, comme vous pouvez aussi diminuer. Si vous avez par exemple les semences que nous avons, ça veut dire que des semences magiques, comme nous les appelons, vous pouvez faire 1,5 mètre. Ça permettra à ce que durant les premières années, vous aurez intensement les fruits. Et lorsque les champs vont commencer à être touffus, vous aurez donc le choix de diviser, vous aurez donc le choix de détruire quelques-unes de ces plantes pour pouvoir aérer le champ. Une chose à préciser que j'aurais dû commencer par là, c'est que la précocité de la culture va dépendre du type de semences que vous avez utilisé. Ce n'est pas toutes les semences qui produisent à 3 mois. Donc vous aurez beau utiliser la technique que nous allons utiliser maintenant pour faire le repiquage ou bien pour faire la transplantation. Mais si vous avez des vieilles semences, les vieilles semences vont prendre le temps pour lequel elles ont été conçues. Ça veut dire si cette semence a été programmée pour produire après 12 mois, elle prendra ces 12 mois sans aucune gêne. Donc c'est essentiellement la semence qui est précoce. Procurez-vous donc des semences de qualité si vous avez besoin des résultats précoces. Voilà, donc, et ce n'est pas la semence qui fait tout le travail. Vous devez quand même, après cela, appliquer de la bonne technicité. Cela passe tout d'abord par l'étude de votre sol. Vous devez vous rassurer que votre sol correspond, que votre sol et votre climat correspondent au type de culture que vous allez y mettre. Comment donc faire la préparation? Pour nous, nous sommes déjà sur un espace qui a déjà été presque aménagé, donc nous ne sommes pas dans une forêt. On va juste procéder au défrichage. Voilà. On défriche tout simplement, les gars. Ah, c'est pas facile. Hein? Oh, le champ est bien. Hein? Dès qu'on tape 2 coups de machette là, voilà le macabou qui sort. Et ça va faire le bon tarot macabou. Vous voyez? Ceux qui vous ont menti qu'il faut toujours faire la monoculture là. C'était mensonge, on vous a menti, on vous a trompé les gars. La monoculture ne paye pas actuellement en Afrique. Ça ne paye pas encore. Vous voulez faire votre culture, surtout le fruit de la passion. Hein. Faites la polyculture. Mettez les choses au champ, mettez le macabo. Mettez même le manioc. Bon, c'est vrai que le manioc va un peu appauvrir le sol. Mais mettez même la pastèque. Hein. Ouais. Ça va bien produire. Mettez la patate. La patate va même vous permettre d'éviter les herbes indésirables. Voilà, parce que les plantes rampantes, là, généralement, surtout pour les trucs comme les patates, qui sont dominatrices, là, où ils vont souvent empêcher les mauvaises herbes de se développer. Donc, vous avez la possibilité de faire votre polyculture en cultivant le fruit de la passion. Faites-le. Mettez la papaye. Oui, ça marche très bien. Ce n'est pas parce qu'on est en train de cultiver le fruit de la passion que c'est uniquement ça qu'on devrait faire. Surtout pendant la première année. Je précise aussi que c'est surtout pendant la première année. Parce que pendant la première année, on aura les plants qui ne sont pas encore touffus. Et du coup, si vous faites une association, vous aurez de très bonnes récoltes. Donc, après avoir fait la préparation de notre sol, nous allons procéder à la trouaison. Donc, à ce niveau, il y a plusieurs choix. Vous pouvez, en ce qui concerne le matériel de trouaison, il y a d'aucuns qui vont utiliser des tarières pour faire des trous. Il y a d'autres qui vont utiliser plutôt des laoues pour faire des trous.
Mais je ne vais jamais, les gars, vous demander d'utiliser la tarière pour faire le trou pour la culture du fruit de la passion. Sauf si vous êtes sur un sol extrêmement, je dis bien extrêmement dur. Voilà. Donc si vous êtes sur un sol extrêmement dur, je vous conseillerais d'utiliser une tarière. Mais si votre sol n'est pas dur, c'est meuble, les gars, voici le meilleur matériel pour le faire. Voici le meilleur matériel. Ça ne nécessite pas trop d'énergie ou bien trop de charge. Parce que ce n'est pas des puits qu'on va creuser. Il y a certains qui pensent que pour faire n'importe quelle culture, on doit seulement creuser des puits. Ici, ce n'est pas le cas. Pour faire le fruit de la passion, c'est simple. Voici les étapes de la transplantation. La première étape après la préparation de votre sol, c'est la mise des trous. Voilà. Donc, vous creusez des trous. Mais à ce niveau, je dois préciser une chose. La trouaison va dépendre, ou bien le type de trouaison va dépendre du relief de votre sol. Si vous êtes sur un sol pendu, vous n'allez pas faire la même trouaison que celui qui est par exemple sur un sol plat. Je m'explique. Sur un sol plat, par exemple, si vous faites un petit trou ainsi, vous mettez votre plan là, vous couvrez. À chaque fois que vous allez venir, par exemple, pour les amendements, vous allez certainement mettre les engrais et les fientes là. Et lorsqu'il va pleuvoir, ça va rester. Or, si vous êtes sur un sol pendu, vous faites la même chose. Vous venez chaque fois qu'il faut amender, mettre les amendements là. Lorsqu'il va pleuvoir, les pluies vont descendre avec en aval. Vous voyez? Les pluies vont descendre avec en aval. Or, ce n'est pas le cas pour celui qui a par exemple un terrain plat. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, celui qui a un terrain plat, voici comment il doit faire sa trouaison. Pour faire, il doit juste faire la trouaison déjà en fonction de la texture. Si le sol est tellement dur, il doit quand même un peu aller en profondeur. Ça, c'est si vous avez un sol dur. Donc, il doit un peu aller en profondeur. Profondeur là, c'est pas trop, hein. C'est juste une profondeur de 20 cm et c'est déjà bon. Avec des largeurs ou bien des diamètres de 25 cm, c'est même trop. Déjà le diamètre 25 cm, c'est même trop. Donc seulement avec ça, vous avez déjà un bon trou pour celui qui a par exemple un terrain plat. Donc celui qui a un terrain plat va juste faire son sol ainsi et puis il va tout simplement y verser de la fiente. De la fiente. 1 kg de fiente, les gars. Voilà, il va mettre 1 kg de fiente qu'il va arroser. Il va arroser. Bon, ici, forcément, vous n'êtes pas obligé d'arroser. Il ne faudrait pas qu'on fasse des confusions parce que déjà, à ce niveau, on va supposer que les pluies sont déjà de retour parce que c'est justement à la période de pluie qu'on va faire cette opération. Donc, on suppose que les pluies sont déjà de retour et donc, lorsqu'on met ainsi les fientes, on va tout simplement laisser la pluie faire son travail. Il va pleuvoir sur ça abondamment pendant minimum, je dis bien minimum, 3 à 4 jours. 3 à 4 jours parce qu'au départ là, pour les autres, on attendait juste 3 jours parce que les fientes étaient de petites quantités. Cependant, lorsqu'on verse 1 kg, la chaleur que ça va produire sera plus intense. Et du coup, il faudra accorder le maximum de temps possible. Donc, minimum 3 à 4 jours. Voilà. Si vous attendez même 5 jours, il n'y a pas de souci. Et rassurez-vous qu'il pleuve énormément. S'il fait 2 semaines sans pleuvoir, attendez jusqu'à ce que la pluie tombe sur ça, normalement. Voilà. Et donc, une fois que la pluie va tomber sur ça, vous allez tout simplement arriver là. Vous allez balayer la terre de surface. Voilà, parce que quand on creuse, bon, généralement, on n'entre pas trop en profondeur. Donc, à ce niveau, toute la terre même qu'on aura retirée reste et demeure la terre de surface. On va se pousser une quantité là qu'on va verser. Et puis, on va tout simplement remuer. Voilà. On va tout simplement remuer. Ça, c'est celui qui est, par exemple, celui qui a un sol plat. Donc, vous voyez que après avoir remué ça, les fientes même déjà se retrouvent au-dessus là. Ça se retrouve au-dessus ou bien en surface. Donc, après avoir remué ainsi, on va porter la sémence ou bien notre plante. Voilà notre plante là. Voilà la plante. Donc, on l'a au préalable déjà arrosé. Nous avons déjà arrosé. Donc, vous portez juste votre plante là, vous arrosez et puis vous essayez de compacter ainsi
pour que ça forme une bonne molle de terre. Voilà. Donc après avoir compacté là, vous allez tout simplement retirer. Vous voyez, ça sort là, totalement intact et compact avec toutes ses racines. Voilà. Donc, vous envoyez tout simplement là. Donc, vous mettez juste un petit trou, hein. Fonction, voilà. Le trou doit être fonction de la motte de terre. Vous voyez, ici on a se faire des petits mots de terre. Du coup, on est obligé de faire un petit trou là et envoyer à l'intérieur. Et c'est fini. Et c'est fini. Bon, le jour que vous allez donc faire cette opération de transplantation, vous serez avec de l'eau au champ. Donc après avoir transplanté là, là c'est bien arrosé. Et le tout est joué, les gars. Le tout est joué. Le tout est joué. Donc vous allez transplanter ainsi. Voilà votre plante qui a déjà été transplantée. Ok. Donc ça c'est pour ceux qui ont des terrains plats. Maintenant, ceux qui ont des terrains sur des pentes, comment est-ce qu'ils vont procéder pour pouvoir faire leur transplantation? C'est ça qu'on va faire maintenant. Maintenant, pour des personnes qui ont les terrains sur des pentes, voici ce que vous allez faire pour pouvoir transplanter votre plante du fruit de la passion ou bien vos plants. Donc, pour faire la trouaison, c'est un peu différent. Vous allez faire, au lieu de faire une trouaison de surface, comme nous avons fait tout à l'heure là, vous allez faire une trouaison profonde. Voilà. Ça ne sera pas facile quand même pour vous les gars. Surtout si vous êtes en saison sèche pour faire cette opération. Donc je vous conseille d'attendre qu'il pleuve avant de faire la trouaison parce que nous avons ici un sol argilo-sableux. Et c'est souvent très dur, ce sont des sols vraiment très durs en saison sèche. Parce que quand la saison sèche arrive, le sable mélangé avec de l'argile se comporte comme du béton. Voilà, vous voyez là, c'est tellement dur. Voilà, donc vous allez faire un creux profond. Voilà, et large. Donc profond et large. Donc ici, le minimum, c'est 30 cm. De l'autre côté, c'était 20 cm en termes de profondeur. Ici, le minimum, c'est 30 cm. 30 à 35 cm. Voilà, vous faites le trou. Donc, quand le trou a été fait là, les gars, le sol est un peu dur. Je ne pourrais pas vraiment aller. Vous voyez, on commence même un peu à voir la terre rouge parce qu'on est un peu descendu plus en profondeur. Voilà, mais on n'a pas le choix. Ok, donc vous voyez le trou qui a été fait là, comment la profondeur est grande. Regardez la profondeur. Regardez la profondeur. Et aussi le diamètre est bien grand. Le diamètre c'est minimum 40 cm. Voilà, ça c'est un diamètre 40 cm, une profondeur d'environ 30 cm. Donc, quand ça a été fait, le processus est le même. On va mettre 1 kg de fiente. On met 1 kg de fiente et on donne le temps à la pluie de faire sa part de travail. Ça veut dire venir arroser. Il doit pleuvoir sur ça minimum 3 fois. Et donc, après 3 pluies dessus, on va venir le tour-ci. Puisqu'on est allé plus en profondeur, il y a certainement déjà la terre de profondeur qui est quelque part là et qui ne nous sera pas utile parce que n'étant pas riche en humus. On va mettre cette terre-là de côté. On met cette terre de côté. Et ça reste la terre de profondeur. La terre de profondeur, on va envoyer juste une quantité, petite quantité, voilà, pouvant tenir notre plante. Donc on envoie cette quantité à l'intérieur, n'est-ce pas? Vous voyez que tout à l'heure là, on faisait l'opération, c'était en surface, mais maintenant l'opération est en profondeur. Donc tout le travail va se faire maintenant en profondeur. Voilà. Donc après avoir remué là, on fait la même chose. On porte notre plant là, qu'on a arrosé bien sûr, on compacte la plante et puis on retire tout simplement son pot et les racines sont magnifiquement présentes.
Voilà. Donc, on va envoyer notre plante à l'intérieur. Voilà. On va envoyer notre plante à l'intérieur. Vous voyez donc que, contrairement à l'autre côté, où on a fait un ensemencement de surface, ici on fait dans les poquets. Bon, c'est aussi ce qu'on appelle les poquets. On a ici fait dans les poquets parce que avec des pluies qui vont peut-être causer des ruissellements, qui vont par la suite éroder les sols et consorts, on sera quand même sûr que notre matière organique va rester dans les poquets. Voilà, vous voyez, notre matière organique reste dans les poquets en toute quiétude. Et même si, vous savez que de nos jours, avec la variabilité climatique, il arrive des moments où les pluies arrivent, on entre en champ pour faire des semis et quelques semaines, parfois quelques 2 mois après, les pluies repartent pour aller faire parfois encore 1 mois et demi. On en a souvent été victime. Donc, si à jamais ce phénomène arrive, ça sera facile pour vous de faire un arrosage de vos plants. Ça sera très facile de faire un arrosage pour les 2 cas. Parce que ici, déjà ici, comme c'est sur un terrain plat, vous pouvez utiliser n'importe quel type d'irrigation. Ça peut être l'aspersion, goutte à goutte, je ne sais pas trop. Ça va toujours marcher et n'importe quel système que vous allez utiliser sera efficace. Ça sera pareil ici. Donc vous allez faire votre goutte à goutte ou bien l'aspersion et consort. Et ça sera même encore plus magnifique parce que quand vous allez asperger, vous allez passer moins de temps. Vous allez juste vous rassurer que l'eau se charge dans des poquets et vous quittez. Donc vous versez là, vous laissez l'eau charger dans les poquets. Or, si vous aviez ensemencé de la sorte sur un terrain pendu, imaginez le temps à mettre pour que cette plante puisse consommer la quantité d'eau qu'il faut. Donc quand vous allez me verser de l'eau, ça va plutôt descendre. Vous voyez donc l'importance de cette technique d'ensemencement dans des poquets pour ceux qui sont sur des terrains pendus. C'est très important. Et vous allez entretenir ce poquet, enlever les herbes au-dessus et vous rassurer chaque fois que votre plante est dans un poquet parce que chaque fois il y aura des amendements que vous allez apporter. Et si il arrive que votre poquet se remplisse comme vous voyez de l'autre côté là, les gars, rassurez-vous, lorsque vous allez mettre votre matière organique là, l'eau va descendre avec. Donc rassurez-vous toujours à avoir un trou. Ça va vous permettre de souvent mettre les ingrédients, mettre tout ce qu'il faut, mettre de l'eau, bref, ce qu'on vient de citer là. J'espère que la différence a été observée pour les 2 cas. Maintenant, que tu sois sur une pente, que tu sois sur un terrain plat, il faut savoir que tu peux faire le fruit de la passion sans aucun stress. Donc, une fois que cette opération a été faite, nous allons attendre pratiquement 2 semaines. Après 2 semaines, on va commencer le travail de boostage. Oui, parce qu'au départ, la semence est bonne, mais il faudra lui mettre la pression pour qu'elle puisse vraiment produire telle qu'elle a été conçue. Ça veut dire à 2 mois et demi, parfois 3 mois. Donc, 2 semaines après, vous allez commencer à amender la plante avec de l'engrais. Donc, désolé pour les adeptes du bio. Vous devez savoir que nous sommes en Afrique. Donc, malheureusement, pour nous qui sommes en Afrique, le bio n'est pas encore à l'ordre du jour. Vraiment, le bio n'est pas encore à l'ordre du jour. C'est vrai qu'on fabrique des engrais bio. Ça existe, très efficace même. Mais, pour des objectifs que nous nous fixons, les engrais bio ne peuvent pas nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Notre objectif, c'est d'avoir 1000 fruits par plant et par an. Les engrais bio ont malheureusement cet inconvénient qu'ils s'assimilent parfois un peu lentement par rapport aux engrais chimiques. Et du coup, lorsqu'on se lance dans un projet, on est poursuivi par le bailleur du champ si le terrain est loué. On est poursuivi par la banque si on a pris un crédit. On est poursuivi par les saisons parce que pendant qu'on sera en train d'attendre là, les pluies vont partir et le soleil sera là. Donc, on est poursuivi par le temps. On est poursuivi par moult paramètres. Et donc, si avec tous ces éléments qui sont derrière nous en train de nous suivre, on se concentre encore à dire qu'on va produire le bio va souvent un peu prendre du temps. Et le rendement ne sera pas toujours au top. Si vous avez mis vraiment des investissements colossaux, à un moment donné, il va falloir faire la culture conventionnelle. Le bio va venir, mais pour le moment, nous ne pouvons pas louer des terrains dans des endroits inaccessibles. On paye les gens pour transporter les choses, on paye ci, on paye ça, et on parvient à faire du bio. Parce que si après ça, on fait du bio, un fruit de la passion va coûter peut-être 150 ou bien 200 francs.
Et peu sont des personnes qui sont capables d'acheter ainsi. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y a bien des clients qui peuvent acheter à ce prix, mais ils sont rares. Du coup, si vous produisez 10 tonnes de fruits, par exemple, par mois, comptant juste sur cette masse clientèle-là, ça sera un peu difficile, surtout si nous sommes encore en Afrique. Ça sera très difficile. Mais si vous avez peut-être des visions externes de marché, ça peut très bien marcher pour vous. Mais sur place, ici, c'est encore difficile. Donc, lorsque vous allez vous engager, le type de culture que vous allez faire, que ce soit culture bio ou bien culture conventionnelle, dépendra des objectifs. Voilà, ça dépendra de vos objectifs. Si vous voulez faire la culture pour faire du business sur place, à l'échelle locale ou bien nationale, vous serez obligé de faire la culture conventionnelle. Mais si vous êtes en train de cibler un marché international, vous pouvez opter pour le bio. Parce que quand même là-bas, je peux dire, hein, sans risque de me tromper, qu'il y a quand même les bons payeurs de l'autre côté là. Voilà. Et du coup, si quelqu'un paye bien, il faut aussi bien faire. Il faut aussi faire beaucoup de sacrifices pour cette personne-là. Donc après cette opération de transplantation, maintenant, place au suivi. Voilà. Donc après cette étape de transplantation, c'est à ce niveau que le vrai boulot ou bien le vrai challenge lié au suivi va commencer. Et vous allez désormais travailler jusqu'à ce que le fruit commence à produire avant que vous soyez tranquille. Sinon, vous ne devrez pas vous reposer. Voilà, donc pratiquement 2 à 3 semaines après la transplantation de notre plant, ainsi, vous devez y apporter un engrais équilibré. L'engrais équilibré est le seul, est parmi les seuls engrais que le fruit de la passion en a besoin. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui échouent des cultures parce que lorsqu'ils se lancent, on leur a dit que l'engrais c'était le 20-10. Du coup, quand tout le monde se rend dans un magasin pour acheter des engrais, on voit seulement le 20-10. Il y a même une fois, je voyais dans le champ d'un monsieur, il avait utilisé dans son champ l'urée pour la culture du fruit de la passion. C'est un ingénieur, je ne sais pas si c'est un ingénieur, du moins, c'est son conseiller qui lui avait conseillé cela, de mettre l'urée. L'urée a pour but de permettre à la plante de végéter, les gars. L'urée permet seulement à la plante de végéter, c'est-à-dire l'azote. Voilà, c'est l'azote qui est contenu dans l'urée. Et l'azote a pour rôle de permettre ou bien de favoriser la végétation massive de la plante. Voilà, donc j'ai parlé de engrais équilibré. NPK, bien sûr. N mis pour azote, P mis pour phosphore et K mis pour potassium. Je dois préciser le rôle de chaque élément ici afin que chacun, en mettant quoi que ce soit sur son blanc de fruits de la passion, sache à quoi s'en tenir. Le N, j'ai déjà précisé tout à l'heure, c'est l'azote, c'est l'urée. Il a pour rôle de favoriser la végétation de notre plant, donc de favoriser la croissance des tiges et des fruits. Ça, c'est de l'azote. Donc, si vous mettez votre plant de fruits de la passion, vous portez l'urée. Seulement l'urée, chaque fois que vous venez verser, le fruit de la passion va monter. Ça va donner des fruits, ça va donner des tiges, mais ça ne va jamais donner de fleurs. Pour que ça donne une fleur, il va falloir qu'il y ait du phosphore dans cet engrais-là. Et donc, le phosphore viendra justement permettre le développement floral. Les fleurs vont se développer. Les fleurs vont se développer. Et une fois les fleurs développées, il va falloir que la fructification se fasse. Donc, il va falloir qu'il y ait fructification. Pour qu'il y ait donc une bonne fructification, il va falloir qu'il y ait du potassium. Le potassium a donc ce rôle-là qu'il permet à la plante de fructifier et de se protéger. Donc le potassium apporte à la plante des éléments pour pouvoir favoriser la fructification et entre-temps des éléments pour protéger cette plante-là contre certaines maladies. Voilà, c'est ça donc le rôle de chaque élément dans la formule NPK. Maintenant, pourquoi un engrais équilibré? Après vous avoir donné ces ensembles d'éléments, vous comprendrez donc que si vous mettez de l'engrais 20-10, effectivement, chaque élément va jouer son rôle. Sauf que vous aurez un plant qui va plus végéter que fleurir. Donc vous aurez par exemple un plant là qui aura un volume de peut-être 2 ou 3 mètres cubes, mais sur lequel on va arriver et trouver pratiquement 20-50 fruits. Parce qu'il prend toute son énergie à donner les feuilles, à donner les tiges, à donner les branches, tout ça, parce qu'il y a extrêmement d'azote. Pour donc éviter cela, il faut juste équilibrer les éléments. Faire de telle sorte que, au même titre que la plante est en train de donner les tiges, les feuilles et des lianes, qu'au même titre,
cette plante puise de l'énergie équivalente pour fleurir. Donc, si la plante est par exemple en train de puiser 20 kg d'azote au sol pour la formation des feuilles et des tiges ou bien des lianes, il faudrait qu'il y ait aussi 20 kg pour que cette plante puisse fleurir au même titre que les feuilles qui se développent, pour qu'il y ait le juste milieu. Et une fois fleuri, il va falloir qu'il y ait aussi suffisamment d'éléments pour que la fructification aussi puisse se passer normalement. Et une fois qu'il y ait fruit, il va falloir quand même que la plante soit protégée. Vous savez que les mères des bébés sont souvent, et les bébés même aussi, sont souvent beaucoup plus fragiles. Quand une maman vient d'accoucher, son traitement, son alimentation, souvent est contrôlé. Quand un bébé vient de naître, un peu comme un bébé fruit qui vient de se former, son alimentation aussi doit être contrôlée. Donc, il doit être protégé contre certaines nuisibles. C'est la raison pour laquelle le potassium doit aussi être apporté au même titre ou à la même quantité que le phosphore qui est apporté, que l'azote qui est apporté, pour que personne ne dépasse l'autre. Ça, c'est le premier cas. On a parlé d'engrais équilibrés. Et comprenez donc par là un engrais qui contient des composantes minérales de façon équilibrée, à savoir l'azote, le phosphore et le potassium. Cependant, il y a souvent des engrais avec des oligo-éléments, ça veut dire le calcium, le magnésium. Vous allez souvent voir NPK plus Ca, quelque chose comme ça, ou bien NPK plus Mg, quelque chose comme ça, vous parlez de magnésium. Oui, ces engrais aussi sont recommandés parce que le calcium et le magnésium sont très bien recommandés, surtout le calcium pour la formation des coques du fruit de la passion. Voilà. Donc, à cet effet, je vous recommande soit le 15-15-15, soit le 17-17-17. Ça, c'est ce que je peux vous recommander. Il y a aussi le 13-13-13 que vous pouvez utiliser. Mais jamais n'utilisez un engrais équilibré foliaire. Moi, je ne recommande pas les engrais foliaires. C'est vrai que tous les engrais sont chimiques, mais pour cette culture, les gars, je ne vous recommande pas les engrais foliaires. Si vous voulez un fruit que vous allez récolter, là, avant même d'arriver à la maison, ou bien avant même d'arriver chez le client, que le fruit a déjà commencé à pourrir, utilisez les engrais foliaires. Je le dis en connaissance des causes. Nous utilisons des engrais chimiques, mais en granulés. On n'utilise pas des engrais foliaires. À côté de ça, de cet engrais équilibré, si vous ne trouvez pas un engrais équilibré, au lieu d'acheter un engrais extrêmement riche en azote tel que le 20-10, achetez plutôt un engrais riche en phosphore et en potassium. Même si le taux d'azote est faible, il n'y a pas de problème. Voilà. Achetez un engrais qui est riche en azote et en potassium. Et surtout, n'achetez pas aussi un engrais qui est extrêmement riche en phosphore et non en potassium. Je préfère un engrais plus riche en potassium et peut-être moyen en phosphore et faible en azote. Exemple, le 12-14-19. Oui, lui, il est plus riche en potassium, un peu riche en phosphore et faible en azote. Ceci parce que la plupart de nos sols contiennent quand même de l'azote. Donc, de toutes les façons, lorsqu'on va mettre la plante, elle va d'abord se battre à croître avant de peut-être manquer les éléments pour pouvoir fructifier. Et donc, à ce niveau, il aura besoin suffisamment de phosphore. Peut-être manquer les éléments pour pouvoir fleurir et manquer les éléments pour pouvoir fructifier. Et c'est donc à ce niveau qu'il aura besoin du phosphore et du potassium. Donc, je vous recommande, si vous ne trouvez pas l'engrais équilibré dans la zone où vous êtes, achetez un engrais riche en phosphore et en potassium. Je vous ai donné la formule, la meilleure formule de tous ces engrais-là, c'est le 12-14-19. NPK 12-14-19. Voilà. Donc, c'est les deux engrais que moi, jusqu'à présent, les deux types d'engrais que je peux vous recommander pour ce qui est de cette culture du fruit de la passion, les gars. Et donc, lorsque vous disposez déjà de cet engrais, comment donc l'appliquer sur un jeune plant qu'on a planté il y a juste 3 semaines? C'est donc ça que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est très important, très important. Donc, voilà notre plant. On suppose que ce plan a été semé il y a environ 3 semaines. Nous allons arriver là, compter environ 10 cm. Vous voyez bien, 10 cm du pied. Former un cercle. Donc vous allez faire un rayon de 10 cm et former un cercle. Voilà. Ou bien former tout simplement un cercle d'un rayon, d'un diamètre plutôt, de 20 cm avec pour point central la tige de la plante. Donc, lorsque vous faites ces rayons,
ou bien c'est cercle, vous prenez votre engrais équilibré ou bien votre engrais riche en phosphore essentiellement et en potassium. Vous allez donc appliquer dans ce cercle que nous venons de former. Donc voilà par exemple un petit engrais que je suis venu avec. Ça c'est un 12, 14, 19. Voilà, ça c'est un engrais complexe. 12, 14, 19. Voilà. Donc vous allez mettre là. Dans un départ là, je vous recommande juste de mettre 50 grammes pour chaque plant. Vous voyez? Voilà. Vous voyez le dessin que nous venons de former là. 50 grammes d'engrais pour chaque plant à cet âge. Donc, pratiquement 3 semaines après la transplantation. Et après avoir mis là, vous allez tout simplement couvrir. Couvrir dans le but de protéger contre l'évaporation. Parce que lorsque le soleil frappe, l'engrais s'évapore. Voilà, il y aura des pertes d'éléments, d'efficacité et bien d'autres. Voilà. Donc vous couvrez systématiquement votre engrais. Et je suis sûr que vous allez le faire, ça sera en saison sèche, et ça sera en saison pluvieuse, bien sûr. Donc vous allez laisser la pluie tout simplement faire son travail. Mesdames et messieurs, lorsque vous allez le faire, pratiquement 1 mois et demi. Lorsqu'on prend 1 mois et demi, on ajoute à ça 3 semaines, ça fait combien? Voilà, ça fait presque 2 mois et plus. À 1 mois et demi, si la plante était suffisamment mature, n'est-ce pas, au niveau de la pépinière, à 1 mois et demi après avoir appliqué cet élément, vous allez constater un semblant de déclenchement des boutons floraux. Bon, il y a un plan à côté de moi. S'il y a ce semblant-là, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, 1 mois et demi après avoir appliqué ce que je viens de dire là, vous allez... Les gars, je vois ça, mais c'est difficile de filmer. Voilà. Donc, voilà un... Voilà, ça, c'est de ce point que je parle. Ça, c'est un semblant de production des boutons floraux. Voilà. 1 mois et demi après avoir appliqué l'engrais dont je viens de parler, vous allez constater ça. Pour les semences précoces. Voilà. Vous voyez? Donc, et je précise que au moment où vous allez faire ce constat, votre plante aura déjà pratiquement 40 cm. 40 cm. Et donc, je m'en vais comme ça vous montrer un plan similaire. Et à cet âge-là, vous aurez déjà les premières fleurs qui chercheront à se former. Et donc, avant que ça ne ferme 3 mois, vous aurez totalement des fleurs. Je suis donc là, devant la plante en question. Donc là, voilà. Donc voici une plante qui a été mise. Bon, c'est vrai que c'est en saison sèche. Et ici, là, on a un peu négligé l'arrosage. Sinon, elle aurait déjà donné le fruit. Mais elle est encore là avec le bouton floral qui se forme. Donc je disais que 1 mois après, vous aurez déjà une plante de la taille ici. Est-ce que ça se voit? Bon, ici quand même, il y a eu une petite pépinière. Oui, qu'on a juste négligé. Là, il y a quelques plantes qui sont restées. Et on a négligé, vous voyez, voilà le sol. Est-ce que vous voyez même? Donc voilà le sol, voilà la plante, voilà la taille. Regardez la taille de la plante. Son ami est là. C'est son ami qui s'est accroché sur un blanc là. Et voilà ce que ça cherche à faire. Voilà. Donc, observez là. Voilà la fleur qui cherche à se former. C'est donc comme ça que votre plant devrait se comporter après maximum 3 mois. Lorsque vous avez fait ce que j'ai demandé. C'est rien du tout, hein. C'est rien du tout. Beaucoup ne savent pas qu'il faut engraisser le fruit de la passion. Ou bien beaucoup pensent que pour engraisser, il faut attendre que ça atteigne taille. Et d'autres croient que l'engrais, c'est juste de mettre le 20-10, qui est en quelque sorte de l'engrais de levage, ou bien ils sont là, ils parlent l'engrais de levage, l'engrais de croissance, ils consomment. Donc pour le fruit de la passion, on n'a pas besoin de ça. Dès que pour le fruit de la passion, on n'a pas besoin d'un engrais de levage, d'un engrais de croissance et bien d'autres. Tant que le fruit a été mis dans des conditions, tant que le plant a été mis dans des conditions adéquates pour la production, même s'il a 30 cm, il va donner le fruit. Il peut ne pas donner un fruit consistant
peut donner un fruit qui suit à sa taille peut-être, mais il donne quand même. Maintenant, à mesure qu'il va prendre du volume et de la taille, il va donner des très gros fruits. Voilà. Donc, les gars, vous avez compris ce qu'il faut faire. Voilà, laissez-moi les histoires de 20-10. Ne mettez pas les 20-10. Voilà. Et donc, lorsque vous avez appliqué le traitement, je vais appeler ça le traitement, dans un début, là, ça va, vos premiers fruits seront comme ça. Ouais, la caméra a grandi même. C'est tellement minuscule, hein, les gars. Ce fruit est tellement minuscule. Regardez là où je mets. Regardez comment ça entre dans mon doigt. C'est tellement minuscule. Ça fait partie des premiers fruits qui vont sortir de votre plant. Oui, parce que c'est généralement des fruits non fécondés. Parce que la fleur donnée, elle était seule. Et comme le fruit de la passion, parfois, on n'a pas besoin forcément de la pollinisation des abeilles et consorts pour donner.